Je suis très heureuse de vous présenter ma communication qui s'intitule donc Les périnéographies du Cambodge au prisme du genre. Je vais commencer par vous présenter le plan de ma présentation. Donc, je vais vous dire quelques mots sur le contexte de la recherche. Ensuite, je vais vous définir les pratiques de la périnéographie au Cambodge. Et dans une troisième partie, je vais vous montrer comment ces périnéographies et ces pratiques s'insèrent dans une représentation symbolique du corps genré au Cambodge. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de traiter la capacité d'agir des soignantes, mais on peut éventuellement en parler après dans la discussion. Et pour conclure, j'espère pouvoir vous montrer pourquoi et comment le vagin est une porte en or pour accéder aux constructions sociales des normes corporelles et sexuelles au Cambodge. Donc, je suis sage-femme depuis une dizaine d'années et je suis actuellement en deuxième année de doctorat de sociodémographie. J'ai un contrat doctoral à l'Université Paris-Descartes. Je travaille sous la direction de Véronique Petit et je suis rattachée au CEPED, donc le Centre Population et Développement, dans un axe de recherche qui travaille sur le genre et la santé. Je passe très vite sur le cadre théorique de ma recherche, mais je me situe dans une démographie anthropologique, dite aussi démographie compréhensive, qui est une démographie de terrain, où on utilise beaucoup d'approches anthropologiques. La problématique de ma recherche doctorale est de savoir dans quelle mesure la représentation que les Cambodgiens ont du périnée vont influencer les pratiques obstétricales à Phnom Penh. Et donc je m'intéresse essentiellement à trois pratiques obstétricales, l'épisiotomie, la périnéographie dont on va parler aujourd'hui et la césarienne. Je considère les pratiques obstétricales comme des techniques du corps, telles que l'a énoncé Marcel Mauss. Voilà, malheureusement, je ne vais pas développer. Concernant ma méthodologie, donc c'est une approche pluridisciplinaire qui combine des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives, avec vraiment une recherche très ancrée au niveau empirique et une observation participante où sur place, en fait, au Cambodge, j'endosse mon habit de sage-femme et où je suis vraiment dans les hôpitaux à faire des accouchements, des examens cliniques, voilà. Pour finir sur le contexte de la recherche, quelques mots sur le Cambodge, puisque c'est un pays qui est totalement en reconstruction, là, aujourd'hui en 2015. C'est un pays d'Asie du Sud-Est qui compte 15 millions d'habitants. Et je pense que vous savez que c'est un ancien protectorat français qui ensuite a connu un terrible génocide entre 1975 et 1979, avec un tiers à un quart de la population qui est décédée. Et avec notamment une tentative d'éliminer les intellectuels du pays, et notamment les médecins. Et les chiffres officiels annonçaient en 1979 que seuls 54 médecins sur 487 avaient survécu. Donc vous imaginez qu'il y a un système sanitaire qui est entièrement à reconstruire. Et au cours des années 2000, et pour la première fois dans l'histoire des médecins cambodgiens, la médecine libérale a été légalement reconnue. Et ça va avoir une importance dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une pluralité d'offres de soins publics, privés. Et il y a beaucoup de changements en termes procréatifs, avec des accouchements de plus en plus médicalisés, un indice de synthétique de fécondité qui baisse de façon importante ces dernières années. Alors, la périnéographie. La périnéographie, c'est une pratique chirurgicale utilisée en France de façon sporadique chez des femmes majoritairement âgées, atteinte d'un prolapsus du rectum, donc une chute d'organes entre guillemets. Cette intervention se réalise au bloc opératoire et elle vise à enlever une partie des muqueuses, de la muqueuse vaginale et des tissus et à couper des muscles afin de resserrer et de rétrécir l'orifice vaginal. Donc vous pouvez voir sur cette planche anatomique de la PHP, donc Assistance publique des hôpitaux de Paris, que après l'intervention, l'orifice vaginal est beaucoup plus étroit ou beaucoup plus serré qu'avant. Et vous voyez aussi que la distance ano-vulvaire, qui est un repère anatomique qu'on utilise beaucoup en obstétrique, est beaucoup plus importante après l'intervention qu'avant. Ce qui est compliqué au Cambodge, c'est qu'il n'y a pas une pratique de la périnéographie, mais des pratiques de la périnéographie. Donc il y a vraiment une pluralité de pratiques de cette technique. Cette pratique est largement connue des Cambodgiens et très fréquemment pratiquée. Et elle est en général pratiquée après des accouchements. Cette technique opératoire n'est pas enseignée en école de sage-femme ni à l'université de médecine, mais elle est vraiment apprise sur le terrain par la pratique. Donc, pour
aller au plus vite, au Cambodge, la périnéographie est le plus souvent pratiquée dans le postpartum, soit immédiatement après un accouchement, soit quelques mois ou quelques années après. Le terme utilisé par les soignants est périnéo, et par contre, les Cambodgiens disent deoi saat, et deoi saat, ça veut dire littéralement coudre, cousu pour être joli. Donc dans la suite, je parlerai de coudre pour être joli. Le plus souvent, cette intervention est pratiquée chez des multipares, mais aussi chez des primipares. Le plus souvent en clinique, mais aussi à l'hôpital. Le plus souvent en ville à Phnom Penh, mais aussi en province. Le plus souvent chez des femmes de milieux socio-économiques élevés, mais aussi chez des ouvrières du textile, etc. Et d'après mes entretiens, elle coûte entre 30 et 200 $. Ce que je viens de vous dire. Donc là, vous avez un extrait d'entretien avec une gynécologue obstétricienne de 34 ans qui me dit on met 2 pinces au niveau des petites lèvres, on ferme, on met 2 doigts dans le vagin, on demande à la femme si c'est la taille du pénis de son mari. Si elle dit oui, on ferme jusque-là. Bon, donc dans de nombreux entretiens, les soignants, gynécologues, obstétriciens et sages-femmes, mais aussi les personnes qui accompagnent la femme qui accouche, donc sœur, mère, mari, ont évoqué un vagin modelé à la taille du pénis du mari. Ainsi, l'homme ou la femme montre avec leurs doigts de cette façon la taille du pénis du mari. Des photos de différents vagins ont été aussi proposées à des maris qui pouvaient ensuite choisir ce qui leur conviendrait le mieux et que l'on allait façonner sur leur épouse. Donc ainsi, un homme de 34 ans explique. Après l'accouchement, les sages-femmes ont demandé si on a besoin de coudre pour être joli le vagin de ma femme, en expliquant qu'il fallait payer plus cher. Les sages-femmes ont fait des propositions. Elles m'ont montré des images sur leur téléphone portable. Elles ont montré différents vagins et il fallait choisir le vagin. Elles ont montré 4 ou 5 vagins différents et j'ai décidé. J'avais 5 minutes pour décider. Un autre homme de 36 ans m'explique. C'est pour attirer ou capter l'attention du mari, surtout pour les femmes accouchées. Elles ont le vagin large et là, ça ne donne plus du tout envie d'avoir un rapport avec elles. Ici, on pense, et ça c'est vraiment important, si le vagin n'est pas étroit, ça ne donne pas l'attention du mari. Et c'est sûr, le mari va aller trouver quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est des dessins que j'avais fait suite à des périnéographies auxquelles j'ai assisté. La pratique de resserrer le vagin après l'accouchement n'est pas nouvelle. Dans mes entretiens, j'ai réussi à faire remonter cette pratique chirurgicale jusqu'aux années 1950. Mais sinon, il y a aussi des systèmes de bain, de vapeur ou de position que doit adopter la femme, avec toujours cette idée de resserrer le vagin après l'accouchement. Alors, une pratique qui s'insère dans une symbolique du corps genré. La façon dont les Khmers se représentent la maladie et le corps repose sur un ensemble de représentations diverses. Une de ces composantes, à savoir l'influence de la médecine ayurvédique, est basée sur une conception humorale et énergétique du corps. J'ai pas le temps de développer cette symbolique, mais ce qui est très important, c'est que tous les orifices vont devoir être maîtrisés pour que le système reste en équilibre. Là, on voit 2 photos que j'ai prises il y a quelques mois à Phnom Penh, que les accouchés doivent couvrir leurs oreilles, soit avec un bonnet, soit en mettant du coton dans les oreilles, pour maintenir le système en équilibre. Donc, comme je vous le disais, il faut maintenir le système en équilibre, notamment son équilibre thermique chaud-froid. Car tout déséquilibre dans un sens ou dans un autre, donc trop froid ou trop chaud, mettra le corps en danger et le conduira à un état pathologique. On constate qu'au Cambodge, une vulnérabilité est prêtée au corps féminin. Cette vulnérabilité est liée à sa capacité à perdre du sang. Elle est donc vulnérable par sa tendance naturelle au dérèglement. Dans son ouvrage « Masculin-féminin, la pensée de la différence », Françoise Héritier explique que contrairement à l'homme, la femme voit couler son sang hors de son corps, sans pouvoir voir couler son sang hors de son corps, et elle donne la vie et meurt parfois ce faisant, sans nécessairement le vouloir ni pouvoir l'empêcher. Cette différence biologique servant de socle social à la différence de valeur entre les sexes. Les conditions physiologiques justifient ici, au Cambodge, une domination biologique, naturelle, mais aussi sociale de l'homme sur la femme. Dans ce contexte, la vulnérabilité de la femme cambodgienne atteint son apogée après l'accouchement, quand la femme qui était chaude pendant la grossesse, puisqu'en rétention de sang en aménorrhée, va subir une déperdition brutale de chaleur au cours de son accouchement. Le corps de l'accouchée est donc un corps froid. Durant la période du postpartum, existe au Cambodge une notion de convalescence, d'incapacité du corps accouché qui va s'étendre de quelques mois à 1 an.
Pendant ces quelques mois, le corps de la femme est incompétent. La femme ne peut pas bouger, elle ne peut pas porter, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas cuisiner, elle ne peut pas faire la vaisselle, elle ne peut pas avoir de rapport sexuel. Là, vous voyez par exemple une femme qui a accouché depuis plusieurs jours et dans le couloir, vraiment, elle se tient, son mari la porte, car même marcher, c'est très très difficile. Merci. Cette vulnérabilité du corps accouché est telle qu'en cas de rapport sexuel pendant cette période, la femme va en mourir. De nombreux hommes et femmes témoignent de morts maternelles dans leur entourage, due à une reprise trop précoce des rapports sexuels. Ce point-là est très important, car puisque la femme accouchée n'est pas capable d'avoir des rapports sexuels avec son mari, elle est considérée comme ne pouvant pas le satisfaire. On va retrouver alors un consentement de la société cambodgienne face aux hommes qui vont voir des prostituées durant cette période. D'ailleurs, dans mes entretiens quantitatifs, un tiers des femmes m'ont dit autoriser leur mari à voir une autre femme pendant cette période de convalescence. Le périnée, par ailleurs, est un plancher fibreux, musculaire actif, capable de se contracter et de se raffermir après un accouchement de façon physiologique. Mais dans un pays caractérisé par de fortes inégalités hommes-femmes, avec l'idée d'une femme faible, passive, comme nous venons de le voir, et un homme fort et actif, comme nous allons le voir, les organes génitaux de la femme sont souvent représentés comme vides, creux et passifs. C'est à travers cette représentation que la pratique de la périnéographie que je vous ai décrite trouve sa place. Il faut couper et procéder à une ablation d'une large partie de tissu pour le refermer ensuite artificiellement. La pratique de la périnéographie, tout comme celle de l'épisiotomie systématique observée dans certaines maternités à Phnom Penh, s'explique par le besoin de déconstruire pour reconstruire ou de détruire pour réparer, puisque la femme n'a pas de capacité qui lui est propre. Le corps de l'homme, lui, n'est pas soumis aux mêmes fluctuations thermiques, c'est donc un corps plus fort, plus solide. Dans les entretiens, à aucun moment l'homme n'est soumis aux mêmes variabilités thermiques. Le seul cas mentionné où l'homme va avoir le corps qui chauffe, c'est quand l'homme doit avoir un rapport sexuel, qu'il doit faire sortir son sperme. Un homme explique. Comme les hommes ne sont pas enceintes et qu'ils n'accouchent pas, alors il n'y a qu'un seul moment où le corps des hommes est chaud, c'est quand ils veulent les rapports. Alors ça y est, le rapport est fait, il recommence à être normal. Il n'est pas froid, mais la température commence à redescendre après le rapport. C'est naturel. Et à chaque fois, on sait très bien que quand le corps de l'homme commence à être chaud, il faut que le sperme sorte du corps. Si cela arrive dans un village ou à la campagne, la femme ne peut pas refuser. Si elle refuse, l'homme va être en colère et il va y avoir de la violence domestique. Il explique aussi qu'une femme phnom-pénoise, elle, peut refuser puisque son mari a la possibilité d'aller voir des prostituées. La femme phnom-pénoise ne met donc pas le corps de son mari en danger, ce qui justifie la possibilité d'un refus. Contrairement au corps froid de l'accouché, cet excès de chaleur chez l'homme semble valorisé et met en avant le besoin naturel que représente la sexualité. Ce besoin vital d'émission de sperme est utilisé entre autres pour justifier le recours à la prostitution et à la violence. Donc cette vulnérabilité du corps de la femme, que l'on peut opposer à un corps fort et puissant de l'homme, nous permet d'accéder à la structure hiérarchique de la société au Cambodge. On constate que cette domination corporelle masculine est incorporée puisque les femmes gynécologues obstétriciennes, les mères, les sœurs et belles-sœurs, sont elles-mêmes demandeuses de cette pratique pour la femme accouchée. Les gynécologues obstétriciens, en suggérant ou en accomplissant cette pratique, participent ainsi à cette prise en charge des corps vulnérables accouchés et inscrivent cette domination masculine sur le corps des femmes. Dans une introduction à un numéro spécial des cahiers du genre, Boehringer et Fararez écrivent « Il paraît alors que la vulnérabilité ne peut être conçue qu'au pluriel et envisagée comme un système. La vulnérabilité corporelle elle-même, loin d'être une vulnérabilité première, toujours déjà là et coproduite avec toutes les autres. Ainsi, les gynécologues obstétriciens coproduisent cette vulnérabilité à travers des constructions vaginales faites sur mesure pour l'homme, permettant de confirmer cette faiblesse du corps accouché en faisant intervenir le poids de la structure de l'institution médicale. 3 mots pour conclure. Dans le cas des périnéographies du Cambodge, on voit bien que le corps des femmes est plus que jamais au cœur de la production de genre, où la domination masculine et le plaisir sexuel de l'homme sont réaffirmés dans le mariage, avec une incorporation ou un apprentissage par corps, pour reprendre les termes de Pierre Bourdieu. On insiste ainsi à une reproduction de cette domination masculine et je qualifierais la périnéographie de technique de domination.
La périnéographie apparaît alors comme le paradigme de la structure d'inégalité dans la sexualité conjugale et de la subordination de la sexualité des femmes. C'est à travers ce marquage sexuel que la femme va être marquée dans son rôle social, où sa sexualité doit être une sexualité reproductrice, permettant à l'homme de jouir en toute liberté. Le corps de la femme est ainsi conformé à la place qui lui est dévolue dans les rapports sociaux entre les sexes. Je vous remercie.